Angelica Montes Montoya, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, vous présenter et surtout présenter votre ouvrage? Merci. Je suis philosophe avec un doctorat en philosophie politique de l'Université Paris 8, enseignante dans une école de commerce à l'université. Dans cet essai, je m'intéresse très particulièrement à la façon comment les historiens colombiens ont écrit l'histoire du moment clé de la ville de Carthagène des Indes. C'est le moment des indépendances, 1811-1815, pour les cas de l'essai que je vous présente aujourd'hui. Et c'est un moment clé car c'est aussi le moment où commence le processus de construction de la nation colombienne. Donc c'est un moment indispensable pour comprendre la naissance du pays, mais aussi, c'est ça que je montre dans l'essai, la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui des nations multiculturelles ou pas. Alors, dans votre ouvrage, vous affirmez que le sujet noir a été invisibilisé en Colombie. Qu'est-ce que vous entendez par là, par ce terme? En fait, dans le processus de construction de la nation colombienne, et très particulièrement dans l'histoire de 1811 à 1815 de la ville de Carthagène des Indes, au nord de la Colombie, on a mis en place, disons, trois dispositifs qui vont rendre invisible, c'est-à-dire vont nier l'existence des populations noires. C'est quoi, ou quels sont ces dispositifs? La notion de citoyenneté, qui est fortement inspirée de la tradition française et de la notion de république, qui est née en 1789. Le deuxième dispositif, c'est la notion d'une démocratie raciale, car vous tous, vous comprenez que l'Amérique latine, c'est un continent où tous les États ont été issus d'un métissage culturel et aussi ethnique et racial. Donc les stratégies qui vont utiliser les élites après les indépendances, c'est de parler d'une démocratie raciale. En quoi consiste cette démocratie raciale? En dire qu'on est des pays parfaitement métissés où il n'y a pas de tension socio-raciale, c'est-à-dire il n'y a pas raison de se poser les questions sur la particularité de l'existence du noir, que c'est le sujet que j'aborde. Et finalement, le troisième dispositif, c'est le dispositif de blanchiment racial. C'est-à-dire, de façon volontaire, on va mettre en place les différents États, dont l'État colombien, et va mettre en place tout au long du 19e siècle et jusqu'à bien entamer le 20e siècle, une politique volontariste et institutionnalisation du blanchissement. En quoi ça consiste? Consiste tout simplement en mettre de côté les particularités de l'expression culturelle noire ou indigène. Alors, comment est-ce que l'historiographie et surtout les historiens ont-ils participé eux-mêmes à cette invisibilisation? Bon, tout d'abord, il faudrait expliquer que dans l'essai, qui se trouve juste ici, et dans cet essai, j'essaie justement de démontrer qu'il y a deux traditions dans l'historiographie colombienne. Une partie des historiens, on va dire classiques, qui vont suivre justement de très près les trois dispositifs que je viens de nommer, et c'est le cas d'Eduardo Lemaitre. Lemaitre en espagnol, les maîtres, parce que c'est un Colombien d'origine française. Et lui va écrire une histoire sur la ville de Carthagène, qui c'est un titre tout banal, s'appelle l'Histoire générale de Carthagène. Et là, il va effectivement invisibiliser les Noirs. Pourquoi? Parce qu'il va parler des Noirs comme étant des enfants qui ont été mis dans la vague de la Révolution grâce à la participation active des créollos, blonds, aristocrates, qui sont porteurs d'un discours de lumière, donc d'un discours de la République, d'un discours de la nation, d'un discours de civilité. Ça, c'est une historiographie qui perdure jusqu'à les années 80, fin des années 80, 1980 je veux dire. Par contre, il y a une rupture, et c'est le deuxième auteur que j'ai travaillé dans cet ouvrage, c'est l'historien Alfonso Munera. Lui, il est mulâtre, donc l'anecdote n'en est pas une, parce que justement j'essaie de montrer comment, sans rentrer dans des clichés ni des manichéismes, de montrer quand même comment l'appartenance socio-raciale aussi d'un historien, quelque part, encourage sa vision et la construction de son récit. Donc pour le cas d'Alfonso Munera, il va à partir des années 90 rompre avec ses visions de noirs, il va par contre, en tant qu'historien, les visibiliser. Il va commencer à chercher dans les archives des preuves pour montrer qu'il y a des personnalités qui ont été clés pendant le processus
et des personnalités noires qui ont été clés pendant le processus de l'indépendance de la ville de Carthagène, mais aussi de l'indépendance du pays et de la construction de la nation colombienne. Donc vous voyez, il y a deux types d'auteurs, deux types de traditions historiques, et c'est ça que j'essaie de montrer. Quelles sont ces deux traditions historiques et quelles sont les conséquences dans les deux cas pour la construction de l'autre. Parce que finalement, derrière l'essai, il y a un intérêt pour comment on construit l'autre. Dans ce cas, c'est l'autre noir. Comment on a construit l'autre noir à partir de récits historiographiques qui, par la suite, constituent deviennent des histoires officielles. Okay. Alors justement, pourquoi est-il aussi important pour vous d'aborder la façon dont on a construit et dont on continue de construire la représentation de l'autre dans nos sociétés aujourd'hui? La réalité, au quotidien, dans les journaux, dans les universités et même dans la vie politique, c'est un sujet qui s'invite. Aujourd'hui même, on assiste au grand voyage du président de la République française qui va jusqu'aux Antilles, reconnaître qu'effectivement il y a eu une grande entreprise d'esclavage et qu'il faut reconnaître cette entreprise. Mais derrière les reconnaissances de ces entreprises coloniales de l'esclavage, il y a aussi la nécessité de revoir comment justement on a construit la place des populations noires dans le monde occidental et notamment pour les cas français dans les Antilles, pour les cas colombiens, un peu plus complexe, différent, mais quand même qui dénote certaines caractéristiques communes, c'est que tant dans les cas français comme dans les cas qui m'intéressent, que c'est les Colombiens, les élites, les politiciens ont tout simplement mis à l'écart la question noire. On n'a pas raison de se poser la question noire, on n'a pas eu le temps, on n'a pas voulu poser la question sur les noirs, sur l'autre, et bon, on a chassé cette question, mais la question revient. Et la question revient avec force aux États-Unis, avec les émeutes qui aujourd'hui vit et les pays, avec la France, il y a un processus de migration massive des Noirs subsahariens et de l'Afrique noire en général, et en Colombie et en Amérique latine aussi, parce qu'on a tout simplement, comme j'expliquais, invisibilisé en disant on est tous des Colombiens. Mais la réalité c'est qu'on est tous des Colombiens, mais il y a des Colombiens qui ont une histoire qui n'est pas la même de l'histoire des Blancs colombiens que l'histoire des Colombiens noirs ou l'histoire des Colombiens indigènes. Et cette question de l'histoire, et cette question comment on a construit les récits historiques qui deviennent fondateurs de récits de la nation, constitue un élément fondamental pour nous interroger sur la question de fond finalement. Comment peut-on vivre ensemble différents ?